et Narbonne. Plus de 80 km de route sont interdites à tout véhicule. Carcassonne se trouve ainsi ce soir pratiquement isolée. Laurent Broumette, je crois qu'il est important pour vous de rassurer ou d'inquiéter peut-être encore davantage nos amis du Languedoc-Roussillon. Est-ce que ça va continuer pour eux tout d'abord? Mais écoutez, il y aura une amélioration d'abord, et puis à nouveau le retour de nuages, on le voit sur la carte pour demain. En effet, un tourbillon de nuages s'était formé sur le sud-est, il s'est éloigné, mais déjà une autre ligne de pluie est actuellement dans le nord-ouest du pays, sur Paris, précédée de neige, avant un petit redout. Mais la nuit prochaine, eh bien, les températures vont encore baisser sensiblement, ce qui va donner sur toutes les régions s'étendant du sud-ouest au centre et au nord-est sans doute beaucoup de nuages, de la neige et donc du verglas sur les routes. Ces nuages, on les retrouve donc demain dans la matinée depuis les Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes ainsi que sur la Corse avec des pluies et encore des neiges. Dans la journée, ça s'améliorera, c'est pourquoi on peut dire qu'on remettra un soleil près des côtes de la Méditerranée. Il y aura des orages en Corse. Mais sur le reste du pays, nous aurons un temps variable, instable, avec une alternance d'éclaircies et d'averses, averses de pluie, de neige et de grésil, principalement de la Manche orientale au nord-est et jusqu'au nord des Alpes, donc sur tout le nord-est du pays. En revanche, du côté de l'ouest, sur la Bretagne, la Vendée, il y aura plus de soleil, mais dans la journée, nouvelle arrivée le soir de nuages sur l'extrême nord-ouest, avec de la pluie, précédée encore de neige. Cela progressera dans la nuit de mardi à mercredi sur le nord-ouest du pays, ce qui annonce pour mercredi à nouveau des intempéries, mais en revanche une légère remontée des températures, donc peut-être la fonte de la neige. Bref, pas beaucoup d'endroits avec des solutions satisfaisantes. Pas énormément, effectivement. En cette période où la voiture devient très souvent un refuge, eh bien on reparle du véhicule idéal de demain. Renault et Peugeot étudient de plus en plus sérieusement des prototypes de voitures de milieu de gamme qui ne consommeraient que 4 litres au 100. Le PDG de la régie Renault en a peut-être parlé tout à l'heure à l'Elysée. Il était reçu comme chaque année par le chef de l'État et il lui a montré ses comptes relativement satisfaisants compte tenu de l'environnement. Dans le domaine de la voiture, nous avons progressé en pénétration et plus que compensé la baisse des marchés. En camion, eh bien, notre production de camions de plus de 5 tonnes a augmenté de 20%, donc Renault Véhicule Industriel a gagné son pari. La voiture qui consomme moins de 4 litres au 100, c'est pour quand? Vous savez, nous sommes déjà avec une Renault 5 à 4 litres 9, mais descend d'une manière, en moyenne, la consommation de 4 à 4 litres demande des progrès considérables en poids et en frottement. La R2, c'est pour bientôt. La R2 n'est pas au programme. La voiture à 4 litres, ce n'est pas pour demain, effectivement. Voici par exemple Eve, le projet de Renault. C'est l'équivalent de la R18. L'objectif est de lui faire consommer 6 litres ou moins. Présenté sous forme de maquette et sans moteur au dernier salon, le premier prototype d'Eve ne roulera qu'au printemps de cette année. Et on estime à la régie qu'elle ne sera pas commercialisée avant 1987 ou 88 au plus tôt. Quant à sa sœur cadette, Eve Plus, qui ne consommera que 4 litres, c'est pour le début des années 90. Chez Peugeot, la Vera est une 305 dont le constructeur veut réduire la consommation de 26% pour la ramener à 5,5 litres. La Vera roule déjà et en mars prochain, Peugeot diminuera son poids de 18%. Le constructeur n'envisage pas pour l'instant de commercialiser cette voiture expérimentale, mais comme Renault, il va s'attaquer à la voiture à 4 litres, en coopération avec l'Agence pour les économies d'énergie. Ce sera la Vera Plus qui devra ses performances à son moteur. Les recherches porteront notamment sur l'allumage électronique, le turbocompresseur et le diesel à injection directe. Mais là aussi, il n'est pas encore question de commercialisation. Et tout à l'heure, on a appris qu'en 80, donc l'année dernière, le nombre des immatriculations avait baissé de 5,2% en France. À l'étranger, l'événement numéro 1, c'est d'abord le départ dans les heures à venir de Lech Walesa pour Rome. Lech Walesa qui doit rencontrer le pape mercredi et qui a un moment hésité avant de faire ce voyage. La situation en Pologne était en effet bien incertaine au lendemain de la victoire incontestable rencontrée par Solidarité. Je vous rappelle que la plupart des Polonais ont refusé de travailler samedi et donc de se ranger aux arguments du gouvernement. Et voilà maintenant qu'une section locale de ce syndicat indépendant, dirigé par Lech Walesa, menace de faire grève à Nowy Sącz, c'est-à-dire dans le sud de la Pologne, afin d'épurer l'administration locale de ses membres corrompus. Demain, nous pourrons sans doute entendre dans ce journal un entretien avec Lech Walesa.
Lech Walesa qui va trouver Rome en pleine effervescence, c'est en effet il y a 2 heures qu'arrivait à échéance l'ultimatum des Brigades Rouges qui voulaient que la presse reproduise leurs revendications en contrepartie de la libération du juge d'Ourso. L'ensemble de la presse a refusé de se plier à ces exigences. On en est là, aucune nouvelle du magistrat enlevé. Victor Bramont. C'est exactement ici, à cet endroit, qu'on a découvert le corps d'Aldo Moro assassiné par les Brigades Rouges. Et vous pouvez constater que les gens, 2 ans après, continuent de déposer des fleurs. Il est vrai que les conditions sont différentes. Il est vrai qu'Aldo Moro avait une importance politique beaucoup plus grande que le juge Giovanni d'Urso. Mais enfin, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au même scénario inventé par les Brigades Rouges? Dans un premier temps, les terroristes lancent des communiqués qui laissent espérer une solution. Et puis, leurs exigences deviennent de plus en plus inacceptables. Alors, n'ayons pas peur des mots. Est-ce que les terroristes avaient réellement l'intention de négocier la libération d'Aldo Moro et du juge Giovanni d'Urso? Est-ce que pour les terroristes, l'important, ce n'est pas qu'on parle d'eux, d'imposer leur propagande? Eh bien, c'est exactement ce qu'ont refusé les journaux italiens. Mais voyons comment s'est déroulée cette journée d'attente à Rome, puisque c'est à Rome que cette sinistre affaire devrait se conclure. Peu après 13 heures, un coup de téléphone au journal socialiste L'Avanti annonce que le corps du juge Giovanni d'Urso se trouve à Via Sant'Agnese. La police et les carabiniers arrivent sur les lieux en quelques minutes. On se prépare, on met les gilets pare-balles, on installe des barrages et on commence à fouiller les voitures. Il y a 2 ans, le corps d'Aldo Moro avait été déposé dans le coffre d'une voiture. Eh bien, c'est malheureux à dire, mais quelqu'un a pris la peine de déclencher cette fausse alerte en sachant parfaitement qu'aujourd'hui, la police attend effectivement un coup de téléphone annonçant peut-être l'irréparable. Oui, le compte à rebours a commencé. La justice non plus n'a pas cédé aux Brigades Rouges. 85 détenus des prisons de Tragnes et de Palmi ont été inculpés de complicité dans l'enlèvement du juge d'Urso. Si, comme cela est maintenant probable, les Brigades Rouges exécutent leur sentence, ces 85 détenus seront inculpés de complicité d'homicide. Oui, ce matin, la veuve d'Aldo Moro, dont parlait Victor Bramont, qui, vous le savez, est mort assassiné par les Brigades Rouges au terme d'une longue captivité, avait lancé un appel pathétique pour la publication des communiqués des détenus par la presse. 3e point chaud du monde, la Libye. Alors que Jean-François Poncet a quitté Abidjan pour l'Angola, afin d'expliquer à un pays qui n'est pas dans la mouvance traditionnelle de la France ce qu'est la politique africaine de Paris, eh bien les Libyens contre-attaquent. Hier, à Tripoli, devant l'ambassade de France, une manifestation de Tchadiens amis. Manifestation, bien entendu, hostile à la France. Gérard Sebag. Cette manifestation a rassemblé plusieurs centaines de Tchadiens résidant à Tripoli. Manifestation non violente, contrairement à celle de février 1980 où la chancellerie avait été mise à sac. Selon Radio Tripoli, les organisateurs seraient des membres de la force africaine opérant en Libye. Cette mystérieuse organisation aurait menacé de s'attaquer aux intérêts de la France dans le monde. Mais pour l'instant, les manifestants se contentaient de slogans en cri français. Cette force réunie actuellement devant l'ambassade de France en Libye condamne violemment la proclamation agressive et irresponsable du ministre français des Affaires étrangères vis-à-vis de la coopération entre la Jamaïria arabe libyenne populaire socialiste et la République du Tchad. Vive le Tchad de la liberté! Viva! Vive le Tchad de la liberté! Viva! Alors Paris ne reste pas inactif. Une délégation du ministère de la Défense est arrivée hier soir au Soudan, pays frontalier du Tchad et de la Libye, pour expliquer toujours la politique française. Et puis vous le voyez, quelques 320 hommes des forces françaises d'intervention sont venus renforcer la base de Bouar en République centrafricaine. Ces hommes sont partis à l'aube et en civil, vous le voyez, de Nantes. Le conseiller de Jimmy Carter pour les affaires de sécurité, M. Brzezinski, était tout à l'heure à Paris. Il s'est prononcé sur la politique libyenne en Afrique et il a jugé assez satisfaisante la politique française dans cette région du monde. I think France has maintained a very responsible position in Africa, maintaining its ties of friendship with African countries, helping them in a variety of ways, which includes also the security dimension. And the specific problem confronted in Chad raises
very difficult and large-scale international matters. I think it would be not useful for me to engage in any specific advocacy, but I will limit myself, therefore, simply to saying that I'm sympathetic to French concerns, and I respect the tangible and concrete way in which France has been approaching the subject. M. Brzezinski qui, par ailleurs, a préconisé la tenue d'un sommet stratégique des 7 grands pays industrialisés pour débattre de ce qu'il a appelé l'expansionnisme soviétique et les moyens d'y faire face. Iran, toujours la douche écossaise pour les familles des otages, encore partagées entre l'espoir et la méfiance. Ce matin, le président du Parlement iranien parlait d'une possible libération des otages avant même le résultat de l'arbitrage sur les plaintes réciproques des États-Unis et de l'Iran. En tout cas, il est évident que les négociations entre les deux pays s'accélèrent, puisque je viens d'apprendre que pour la première fois, Warren Christopher, l'envoyé spécial du président Carter à Alger, venait d'être reçu par le numéro 1 algérien Chadli. Israël, 24 heures de soucis, ou plutôt de sursis, comme on veut en tout cas supplémentaires, pour le gouvernement de Menachem Begin. Le cabinet au pouvoir a en effet remis d'un jour sa décision de démissionner ou de se replâtrer, mais il semble bien sur place que l'on se dirige vers des élections anticipées. Édouard Laure est pour nous à Jérusalem. Il est sans doute ce soir encore bien difficile de prévoir comment se dénouera l'imbroglio politique israélien. Parce que ce matin, le Conseil des ministres a suggéré, je dis bien suggéré, des élections anticipées, mais sans en prendre la décision formelle. On va consulter, ensuite à nouveau se réunir et décider. C'est vrai que nous n'en sommes plus au premier coup de théâtre, mais en principe cette fois, il devrait bien y avoir des élections anticipées, et cela pour 2 raisons. Tout d'abord parce qu'en fait de Conseil des ministres, le gouvernement qui s'est réuni ce matin n'en a plus qu'une lointaine apparence. Avec la démission hier du ministre des Finances, c'est le 8e ministre qui quitte le gouvernement Begin depuis 4 ans, après donc des noms comme celui de Moshe Dayan et du général Weizmann. Ensuite, et c'est peut-être la vraie raison de ce choix vers des élections anticipées, Begin évite de tomber sous le coup d'une motion de censure préparée par l'opposition, et donc de se retirer à l'issue d'un mandat, même abrégé, mais avec pour lui le respect des Israéliens pour un homme qu'aucun des scandales qui secouent aujourd'hui le monde politique israélien n'aura touché. Dernière capitale du monde où nous poserons notre regard, Salvador. Le gouvernement a décrété le couvre-feu dans tout le pays à la suite de la prise de la seconde ville du Salvador par les guérilleros et de l'appel à l'insurrection et la grève générale. Le président de la junte a même adressé un appel à Ronald Reagan. Pierre Fauque. Il y aurait pour l'instant de sources officieuses plus de 500 morts dans tout le pays. De très violents combats ont éclaté à Santa Ana, à San Salvador et dans d'autres localités, après l'annonce d'une offensive générale de tous les mouvements révolutionnaires armés de gauche, regroupés en un front commun, le Farabundo Martí de Libération Nationale. Dans la soirée de samedi, les guérilleros ont attaqué simultanément plus de 10 villes et différents postes militaires. Pourtant, le gouvernement salvadorien affirmait hier contrôler la situation dans l'ensemble du pays et appelait la population à une offensive de paix et à la reprise du travail aujourd'hui. De son côté, le Front démocratique révolutionnaire estime que le gouvernement révolutionnaire s'installera très bientôt et publie même un programme de gouvernement en 7 points. Dans cette confusion, une des inquiétudes majeures du pouvoir en place est la défection de certains éléments de l'armée qui se sont joints aux insurgés. À Santa Ana notamment, où un officier a ouvert les portes de la caserne aux guérilleros. Le président de la junte en place, M. Napoléon Duarte, a lancé un appel pressant à M. Reagan au nom de la démocratie, tandis que le Front Farabundo Martí lançait un avertissement aux États-Unis pour qu'ils s'abstiennent de toute intervention. Dès aujourd'hui en tout cas, le couvre-feu et la loi martiale ont été instaurés dans tout le pays. C'est donc du Salvador. Et puisque nous ne sommes pas loin de l'Amérique latine, sachez que le naufrage du bateau dont je vous parlais la semaine dernière sur l'Amazone a fait finalement plus de 300 morts. Il y avait 500 passagers à bord sur un bateau qui n'avait même pas le droit de dépasser les 150 personnes embarquées. Strasbourg, joli succès pour Simone Veil, soutenue par la majorité des députés européens dans son conflit avec les gouvernements français, allemands et belges. Soutenu aussi par Gaston Thorn, le nouveau président de la Commission européenne, qui vient de déclarer légaux et exécutoires le budget supplémentaire de la CE pour 80 et celui de 80. Sur place, Patricia Charnellet, qui a également pu assister à l'entrée solennelle de la Grèce dans le marché commun.
Simone Veil a reçu cet après-midi un appui très important en la présence de Gaston Thorn, le président de la nouvelle Commission européenne. En effet, sur la querelle du budget qui oppose, vous le savez, la France à l'Assemblée de Strasbourg, il a été très clair en disant, je le cite, que les budgets avaient une existence légale et étaient de ce fait exécutoires. C'est donc une réponse très ferme au gouvernement français qui refuse, vous le savez, de financer les dépenses supplémentaires qui avaient été arrêtées par Mme Veil elle-même en décembre dernier. Récemment, d'ailleurs, M. Raymond Barre avait écarté toute idée de compromis dans cette affaire. Eh bien, ce soir, la France risque d'apparaître encore un petit peu plus isolée parmi ses partenaires européens, car il semble bien que l'Allemagne et la Belgique, qui étaient elles aussi très hostiles à une idée de rallonge budgétaire, s'orientent plutôt vers un compromis. Deuxième moment fort de cette journée, l'arrivée des parlementaires grecs. 24 nouveaux députés ont été officiellement reçus dans l'hémicycle. C'est la première image de l'Europe des 10, née officiellement le 1er janvier dernier. En accueillant la Grèce, mère de la démocratie, la communauté devient concrètement l'Europe, a dit Simone Veil. Tout élargissement, a-t-elle ajouté, comporte un risque qu'il faut savoir surmonter. Un moment historique donc qui a permis aux députés grecs de rappeler ce que leur pays apportait à l'Europe, une marine importante, des ressources minières et une position géographique d'un intérêt stratégique indéniable. Avec eux, le Parlement européen compte aujourd'hui 434 membres. Réaction de Raymond Barre après cette prise de position de Gaston Thorn. Je constate simplement qu'il s'agit d'un défaut de procédure. Dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant, carte sur table consacrée ce soir au grand rabbin René Sirat qui a succédé le 1er janvier au grand rabbin Kaplan et que vous connaîtrez mieux à travers les réponses qu'il fera donc tout à l'heure à 20h30 à Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel. L'élection législative partielle de l'heure, c'est donc un communiste, M. Larmanou, qui sera opposé dimanche au RPR Jacques Tailleur. Je vous rappelle les chiffres des uns et des autres que vous allez voir à l'instant sur votre écran. Le candidat de la majorité tout d'abord en baisse par rapport au score de René Tomasini. L'UDF vient de lui réaffirmer son soutien. Le candidat du PS est en hausse, M. Freddy Deschaux-Beaume, mais pas suffisamment pour réussir à battre, à doubler celui du PC qui est également en légère hausse, donc Marcel Larmanou qui sera opposé à Jacques Tailleur au second tour dimanche. Le socialiste Jean Popren a qualifié cette avancée puissante et il a jugé qu'une nouvelle fois la droite subissait un échec. Le PS soutiendra bien sûr le candidat communiste au second tour. Et puis dans 2 jours, en principe, le procès qui doit juger les événements de Bastelica. C'était il y a 1 an tout juste. Et ces événements à rebondissement avaient entraîné la mort de 3 hommes en Corse. J'ai dit en principe car les 6 militants poursuivis par la Cour de sûreté de l'État font toujours la grève de la faim et leurs avocats essaieront sans doute de demander le report du procès. Régulièrement ainsi, la Corse se démange, les explosions se multiplient. Alors nous avons voulu savoir ce qu'était l'île en profondeur, comment réagissaient ses habitants. Bernard Pradino et Alain Pagano reviennent de là-bas. Ce début de mois de janvier est glacial en Corse, comme sur le continent. Pas beaucoup de monde dehors, il fait trop froid. La plupart des hôtels sont fermés, c'est la basse saison pour le tourisme. Les conversations portent à la fois sur le procès des autonomistes, qui va s'ouvrir, et sur les attentats. On en compte au minimum 1 par jour. La solidarité corse à propos du procès est ambiguë. Cela veut dire que la population corse n'approuve pas dans son ensemble les idées autonomistes, loin s'en faut. En revanche, les Corses sont unanimes sur un point. Ils se demandent pourquoi on a gardé les autonomistes en prison, à Paris, ceux qui font la grève de la faim en particulier, alors que les anti-autonomistes impliqués dans l'affaire de Bastelica, inculpés d'ailleurs, ont été remis en liberté. Il y a actuellement chez beaucoup de gens en Corse un sentiment d'indignation tout d'abord, en raison de l'injustice de la situation qui a été faite, en particulier la libération des membres de Francia, Bertolini et Oliel, l'absence de toute enquête sur les activités de ce groupe, et parallèlement le maintien en détention des militants nationalistes impliqués dans l'affaire de Bastelica Fesce. Quand vous voyez que Bertolini et Oliel sont aujourd'hui en liberté provisoire et que les Corses qui les ont kidnappés à Bastelica se retrouvent en prison et en sont à leur 60e jour de la grève, que vont-ils devenir ces Corses? Y a-t-il 2 justices, une pour les autonomistes, l'autre pour leurs adversaires? Mais il faut bien punir la violence.
Le nombre des attentats en 1980 a battu tous les records. La moitié d'entre eux seulement est politique. Mais trop de plastique décourage tout le monde. Alors, que faut-il faire? Réprimer encore plus sévèrement? Mieux protéger? Un gendarme derrière chaque arbre? Ou bien discuter, un à un, les problèmes économiques de la Corse, qui ressemblent d'ailleurs à ceux des autres régions françaises? Il y a une situation qui est en particulier celle de la jeunesse, et qui autrefois trouvait des champs d'expansion extraordinaires aux quatre coins de ce qu'a été l'Empire et de ce qu'a été aussi l'Hexagone, et qui aujourd'hui vit repliée sur cette île, avec une angoisse du lendemain qui constitue une espèce de terreau d'inquiétude, de préoccupation sur lequel, hélas, se greffe la violence. Nous condamnons tous la violence. Ceci dit, comme vous le dites si bien, elle existe. Elle existe et elle nous inquiète. Elle nous inquiète dans l'immédiat et elle nous inquiète pour l'avenir. Dans l'immédiat, il est difficilement pensable que la situation actuelle puisse se perpétrer avec des dizaines de jeunes en prison et des dizaines de jeunes qui sont au maquis. Et pour l'avenir, nous ne savons pas sur quoi elle va déboucher. En tout état de cause, ce que des responsables comme moi ressentent, c'est que la répression seule n'arrivera pas à régler ce problème. Bastelica, l'an dernier, aurait pu être un simple fait divers politique. C'est devenu un drame. Personne n'a oublié les 3 morts d'Ajaccio. Mais on regrette, en Corse, que tous les responsables de ce drame ne soient pas demain au banc des accusés. Madame Giscard d'Estaing et l'élection présidentielle, si nous n'écoutions que les désirs personnels et familiaux, eh bien cela ne nous conduirait pas à souhaiter de renouveler un septennat, elle l'a dit, aux Parisiens libérés ce matin. Son mari, pendant ce temps, inaugurait un monument à la mémoire du maréchal de Latte de Tassigny, en présence notamment du maire de Paris, Jacques Chirac. Les deux hommes ont rendu hommage à ce grand chef militaire disparu il y a près de 30 ans, et les observateurs auront remarqué une petite phrase du chef de l'État. La raison pour laquelle notre histoire offre autant d'exemples de situations humiliantes ou désastreuses, et en même temps de situations au contraire d'affirmation nationale et de succès, c'est parce que quelques hommes de temps en temps savent maintenir la France du côté de l'ordre et loin du désordre, du côté de l'organisation et loin de la désorganisation. Une petite brochure que vient d'éditer le ministère de l'économie, destinée à répondre aux questions les plus concrètes que vous vous posez. Ça s'appelle, vous l'avez vu tout naturellement, pour mieux comprendre l'économie. Un attentat tout à l'heure à Paris dans le cinéma Saint-Séverin, au cœur du quartier latin, donc un cinéma qui affichait le film La bataille d'Alger, qui a souvent fait réagir certains milieux d'extrême droite en France. Il n'y a que 2 blessés légers, mais beaucoup de dégâts. Jérôme Bonny revient à l'instant du Saint-Séverin. Il a rencontré l'un des gérants du cinéma qui lui a confirmé que depuis plusieurs jours, on le menaçait. C'est passé qu'on était en train de finir la séance d'Élysée ou la vraie vie. On avait commencé la séance de la bataille d'Alger. Et une quinzaine de personnes casquées, masquées et munies de barres de fer sont intervenues dans le cinéma très rapidement. Ils ont commencé à casser toutes les vitrines, à casser, à enfoncer la caisse, à prendre tout ce qu'il y avait, à déchirer les affiches. Et qui étaient ces personnes d'après vous? Je veux dire, je crois un groupe d'extrême droite, parce que ça fait déjà 3 alertes à la bombe qu'on a à ce niveau-là. Je viens d'apprendre que Brice Lalonde avait décidé d'occuper assez symboliquement, parce qu'il est tout seul, le ministère de l'Industrie. Tout cela parce qu'on refusait, l'administration refusait en tout cas, de lui communiquer le rapport de sûreté de l'usine de La Hague, après donc l'incendie qui s'est déclenché là-bas il y a près d'une semaine. La mort d'une chercheuse du CEA, commissariat à l'énergie atomique, Madame Breuillot, 40 ans, est décédée d'une leucémie liée à son activité professionnelle, dit sa famille. Elle travaillait au département des applications militaires du CEA et elle a été irradiée, ce que contestent formellement les responsables du centre. Puis l'explosion de Marseille, c'est finalement 5 morts et 13 blessés que l'on a sortis des décombres de l'immeuble ravagé hier soir par le gaz. Une forte odeur de gaz flottant dans la cage d'escalier. 3 personnes avaient alerté Gaz de France par téléphone 1 heure au moins avant l'explosion qui a soufflé hier soir le rez-de-chaussée et les premiers étages de cet immeuble marseillais.
Gaz de France affirme avoir répondu aux appels en envoyant ses services sur les lieux, mais les enquêteurs seraient arrivés trop tard, quelques minutes après ce qu'il faut bien appeler un drame, puisque 5 locataires ont été retrouvés morts sous ces décombres. 3 ans après l'accident de la rue Rainoir à Paris, doit-on encore accuser le gaz de ville? Il faut être prudent, car s'il est probable qu'il y ait eu fuite d'une canalisation dans les sous-sols de l'immeuble, lente accumulation du gaz, puis explosion déclenchée par l'étincelle électrique d'un interrupteur, il y a une autre cause possible. Un stock de bouteilles de gaz butane se trouvait entreposé dans une droguerie au rez-de-chaussée de l'immeuble, ce qui suffirait à expliquer l'extrême violence de la déflagration. L'enquête en tout cas sera difficile, car des sous-sols et de la droguerie, il ne reste apparemment plus rien. Nous allons terminer ce journal par une note un peu plus légère. Il s'agit quand même d'un procès, mais d'un procès qui, à mon avis, en fera sourire plus d'un. C'est la célèbre Madame Billy qui comparaissait devant la 14e chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour proxénétisme hôtelier. L'occasion pour nous de découvrir un petit peu ces histoires d'alcôve de l'histoire de France, des histoires qui nous sont racontées bien entendu par notre chroniqueur judiciaire, Monsieur Paul, alias Paul Lefebvre. Grande, cheveux coupés courts, le front rond, les yeux bleus, l'huissier a apporté une chaise à cette vieille femme de 79 ans qui s'appelait Madame Billy et qui finit sa vie en retrouvant son nom de jeune fille, Marie Roblot. Elle a dû être ravissante. Elle garde d'ailleurs encore un peu de charme de cette jeune bourguignonne qui a traversé 3 républiques avec un casier judiciaire vierge en observant les femmes et surtout les hommes qui venaient chez elle au fameux 4 rue du Paul Valéry à Paris, la dernière des grandes maisons de rendez-vous où se rencontraient des belles de jour triées sur le volet et des princes, même républicains, venus du monde entier. Billy garde des lettres, des photos, des souvenirs que personne ne craint d'ailleurs, car on sait depuis 37 ans qu'elle ne raconte que ce qui est convenable. 37 ans. 37 ans pendant lesquels, dit-elle, elle a vu les derniers rois et les premiers émirs. La plupart lui étant envoyés d'ailleurs par le Quai d'Orsay ou les ambassades. Chez elle, les loisirs privés de l'homme public ne craignaient rien, la maison était bourgeoise, entre guillemets. La police le savait bien sûr, qui venait souvent récolter sa moisson de petits renseignements, et cette femme avait ceci de commun avec les bouilleurs de cru, le privilège, on l'a laissée tranquille jusqu'à sa mort. Et c'est parce que ses successeurs l'ont dénoncé officiellement, il n'y a plus d'esprit de corps, que Billy est traînée en justice, elle qui a vu tant de compromis. Le président Rudel a dit « Ce n'est pas parce que la police ferme les yeux, madame, que l'infraction n'existe pas. » C'est vrai. Mais 37 ans d'infraction en forme de rendez-vous galant autant que diplomatique, on dirait un sourire de l'année du patrimoine, non? Que de regrets dans les intonations de la voix de Paul Lefebvre. Nous allons terminer en vous rappelant la météo d'aujourd'hui. Vous le constatez, il faisait vraiment franchement froid aujourd'hui. Vous voyez guère la neige, mais il y en avait beaucoup. Nous l'avons dit en début de journal, surtout sur le Languedoc-Roussillon. Demain, eh bien, encore un passage de nuages, de pluie et de neige dans le sud-est, avant une amélioration. Ailleurs, averses de pluie, de neige et de grésil alterneront avec quand même un petit peu de soleil, en particulier dans l'ouest. Nos rendez-vous de la soirée, tout d'abord carte sur table, tout de suite après une page de publicité avec le grand rabbin René Sirat, interrogé donc par El Kabash et Duhamel. Tout à l'heure, en fin de programme, le dernier journal que vous présentera Paul Amar vers 23h30. Et puis demain, à 12h45, antenne de midi, qui vous sera présenté par Daniel Bilalian, avec comme invité le docteur Escoffier Lambiotte, le chef du service médecine du journal Le Monde. Bonsoir à tous, à demain 20h.